Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'ambassade de Cologne à l'occasion d'un débat sur l'histoire et ses manipulations, leçon de Katyn 1940-2025. Ce débat sera filmé et publié sur la chaîne YouTube de notre ambassade. Je prie monsieur l'ambassadeur Jan Emeryk Rościszewski de prendre la parole. Madame et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers membres du corps diplomatique, chers Monsieur Dariusz Rożbin, Mesdames et Messieurs le professeur, chers experts, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est pour moi un grand honneur de pouvoir vous accueillir ce soir à l'ambassade de Pologne, à l'hôtel de Monaco, à l'occasion d'un débat sur l'histoire et ses manipulations, leçon de Katyn 1940-2025, sujet qui est fortement lié à l'actualité. La forêt de Katyn, en printemps, fut le théâtre d'un crime de masse commis par NKVD soviétique. Près de 22 000 officiers, médecins, enseignants, fonctionnaires, propriétaires terriennes et membres d'élite polonaise furent exécutés par le régime stalinien. Pendant des décennies, la vérité sur ces crimes fut étoufflée par une intense campagne de désinformation soviétique, relayée ensuite par d'autres voix dont le but de nier, de brûler ou de réécrire les faits. Aujourd'hui, alors que la guerre des informations est redevenue un outil central de la politique du Kremlin, il est plus que jamais nécessaire de revenir sur les exemples historiques tels que Katyn. Non pas pour raviver la douleur, mais pour en tirer des leçons sur le mécanisme de la propagande, sur la fragilité de la mémoire et sur la responsabilité que nous portons en tant que diplomates, historiens ou journalistes de défendre la vérité, parce que à la fin c'est la vérité qui est la plus intéressante. Je tiens à souligner que notre discussion s'inscrit dans le cadre de la présidence du Conseil de l'Union européenne que la Pologne exerce depuis le 1er janvier. Nous sommes honorés d'assumer ce rôle en raison de défis géostratégiques majeurs auxquels l'Union européenne est confrontée. Les activités de la présidence polonaise sont fondées sur la sécurité dans ses nombreuses dimensions, y compris la lutte contre la désinformation. Donc, l'Europe fait face de la part de la Russie. Il s'agit de la menace qui se trouve au cœur de notre débat ce soir. Justement, notre idée du départ était de confronter la manipulation de l'information d'hier et d'aujourd'hui, afin de montrer que le caractère agressif de la Russie, qui ne se limite pas aux chars et aux coups de feu, mais qui consiste également à l'utilisation de mensonges de façon constante. C'est un outil de guerre qu'elle maîtrise à l'excellence. La Pologne joue un rôle crucial autant que plateforme logistique militaire pour soutenir l'Ukraine et confrontée quotidiennement à une désinformation et de cyberattaques sans précédent de la part de la Russie. L'un des principaux objectifs de la Russie dans ses efforts est d'affaiblir le soutien du monde libre à l'Ukraine. D'autre part, nous suivons également de près l'évolution de la situation en Afrique, dans le contexte
de la campagne de désinformation russe dans la région où la France est particulièrement visée. Bien de plus, la France a été par la suite visée pour des actions de désinformation russe sur son territoire propre. Les pays de l'Union européenne doivent tenir compte du fait qu'il y aura une intensification des activités hybrides visant à affaiblir leur soutien à l'Ukraine. Il est de notre devoir de lancer de campagnes d'information plus vastes afin de renforcer notre résistance à la désinformation et de développer les compétences sociales en matière de vérification de sources d'information. Je tiens à remercier M. Dariusz Rożbin, éminent journaliste, observateur averti de notre époque et présenteur de LCI, d'avoir accepté ma proposition et de modérer ce soir ce débat si important. Cher Dariusz, merci beaucoup de cette acceptation. Je remercie également nos intervenants, excellents experts, pour leur participation et leur contribution à notre événement. Mesdames et messieurs, avant de commencer le débat, je tiens également à remercier les 4 anciens ambassadeurs de France en Pologne pour leur actuelle, et dans quelques instants, certains vont venir, pour votre présence ce soir qui nous honore. Nous sommes heureux de partager en votre présence une décision du Conseil de Paris qui a accepté aujourd'hui l'installation dans la capitale de France de la statue de Marshal Joseph Poniatowski, qui dit nos 2 nations. Monsieur les ambassadeurs, si cette décision a été prise, c'est aussi grâce à votre travail et votre engagement en faveur de relations franco-polonaises qui sont aujourd'hui excellentes. Sans plus prolonger, je vous souhaite un débat franc et fructueux dans un esprit de liberté. Dariusz, je te laisse, the floor is yours, je te laisse la parole. Merci beaucoup de votre... Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre présence et d'abord évidemment merci beaucoup à Jan Wojciechowski et à la Pologne de nous accueillir comme chaque fois en amis dans ces lieux si beaux et si chargés d'histoire. Je vous propose d'entendre chacun de nos intervenants à peu près 5 minutes. Évidemment, ce n'est pas un cours d'histoire, mais c'est un éclairage sur ces événements si révélateurs d'un mensonge qui a pu durer si longtemps et aussi un éclairage sur la réalité que nous traversons aujourd'hui. Je vous propose de commencer avec Pavel Libera, dont les travaux font autorité, en particulier sur Katyn, historien, docteur en histoire, spécialiste de l'histoire de la Pologne au XXe siècle. Et vous avez travaillé, Pavel Libera, très précisément sur la décision du Politburo à l'époque. Et je vous propose de conduire cette discussion, puisqu'ensuite on ouvrira aux questions, de façon au fond assez simple et chronologique. C'est les faits, le mensonge tel qu'il s'est organisé immédiatement à la fin de la guerre, pendant la guerre et à la fin de la guerre. Ensuite, comment il a perduré tout au long de la guerre froide, et même comment il a été difficile de le lever à l'arrivée de Gorbatchev et aussi tardivement. Et je vous propose de commencer par vous. Merci. Mesdames, Messieurs, il faut préciser que quand on parle de massacre de Katyn, on entend par cela un massacre qui a été fait pendant à peu près 2 mois, jour par jour, dans plusieurs localités de l'Union soviétique, et qui était entrepris sur les bases d'une décision du Politburo et de Staline lui-même. C'est très important de le souligner, du 5 mars 1940. En fait, on parle d'exécution des officiers polonais et de policiers polonais qui étaient groupés dans 3 camps, dits camps spéciaux de prisonniers de guerre, et aussi de ce qu'on appelle 2 listes
Alors, il y a une liste ukrainienne et une liste biélorusse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il s'agit de personnes qui étaient groupées dans des prisons sur la partie ouest de la Biélorussie et la partie ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant les confins orientaux de la Pologne. En somme, ils étaient plus de 21 000 de personnes tuées, une par une, d'une balle dans la nuque, avec une technique spéciale. On choisissait même un calibre de pistolet pas trop puissant pour qu'il n'écrase pas exactement la tête en entier, mais qu'il mette seulement la personne à mort. Et comment c'est devenu? En fait, après que l'Allemagne ait attaqué la Pologne, le 1er septembre 1939, de l'autre côté de l'Union soviétique a frappé le 17 septembre 1939, et en même temps, plus d'une centaine de milliers de soldats polonais ont été faits prisonniers par l'armée rouge. Ce qui se passe, c'est que les Russes avaient décidé tout de suite, assez rapidement en fait, de relâcher les simples soldats et de garder les officiers. Les officiers et une partie de policiers. En même temps, juste avant d'entrer en Pologne ou de frapper la Pologne, je crois que c'était le 15 septembre, donc 2 jours avant, et une directive spéciale qui forme les nouvelles entités de la NKVD qui vont frapper les civils sur le territoire occupé par la Russie. C'est ce qu'on appelle justement la liste ukrainienne et biélorusse. La liste biélorusse, on ne la connaît toujours pas. On ne sait pas qui était tué en Biélorussie. On le saura peut-être un jour, il s'agit de plus de 3000 personnes. Et la liste ukrainienne, on a travaillé dessus tout récemment. Et en fait, il y a des disons, des conclusions assez intéressantes dont je vais vous parler dans quelques instants. Et que disaient les directives de 15 septembre 1939? En fait, elles ordonnaient à la NKVD d'arrêter toutes les personnes qui étaient, disons, actives d'une manière sociale et surtout politique dans la localité. C'est-à-dire les anciens officiers et tous les disons, chefs des organisations politiques locales, pas seulement les Polonaises. C'était une région qui était, où il y avait des fortes minorités. À côté des Polonais vivaient des Ukrainiens, des Biélorusses, des Juifs, des Russes blancs, des Tchèques, etc., etc. Il y en avait encore plus. Et quand on avait fait les biographies de chacun d'entre eux, de la plupart, on n'est pas arrivé à les faire tous, on s'était aperçu qu'à côté des Polonais, il y a beaucoup justement de minorités. Quelle était la clé? La clé était la suivante. On arrêtait par exemple 3 avocats. Celui qui était mis à mort, c'était celui qui était, par exemple, chef d'une cellule d'anciens combattants dans une localité. Les autres, qui n'étaient pas actifs de manière politique, qui ne constituaient pas un danger pour la future occupation, la soviétisation de ces terrains, ont survécu. Très rapidement, Staline, avec son bureau, ses plus proches collaborateurs, avait pris une décision le 5 mars 1940. C'était une décision qui était tenue secrète jusqu'aux années 90. Exactement, il ordonne de mettre à mort même pas 21 000, mais 25 000. Finalement, ils avaient mis à mort 21 500 en gros. Et tout cela se faisait de la manière suivante. Au début du mois d'avril 1940, les exécutions ont commencé. Chaque jour, à partir de chacun de ces camps, chacun de ces prisons, on prenait une partie entre 100 et 300 personnes, on les exécutait dans la journée. Après, on revenait chercher les autres, les suivants. Et ces exécutions duraient à peu près jusqu'à la deuxième moitié du mois de mai 1940. Et finalement,
faut savoir qu'à l'époque, la Pologne n'avait plus de relations diplomatiques avec la Russie, mais quand l'Allemagne a frappé la Russie, en mois de juin 1941, tout a changé. Et la Pologne était obligée de signer une alliance avec la Russie, et cette alliance qui a été signée en mois de juillet 1941 disait entre autres qu'il y aura une armée polonaise qui sera formée sur les territoires de l'Union soviétique. Le chef de cette future armée, le général Anders, avait désigné un de ses plus proches collaborateurs, un fameux peintre qui vivait des longues années en France, tout près de Paris, Josef Czapski, qui est en même temps baigné depuis son enfance dans la culture russe, qui a passé beaucoup de temps en Russie, qui était parfaitement bilingue, qui connaissait beaucoup de russe, aussi bien au niveau de l'immigration russe que des soviétiques. Et c'est Josef Czapski qui était chargé de cette mission de rechercher les officiers polonais qui étaient faits prisonniers par les soviétiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très rapidement, il s'était aperçu qu'il n'y a aucune trace de quelques milliers d'officiers. Donc, vers la fin de l'année 1941, les Polonais remettent à Staline des listes d'officiers polonais qu'on ne trouve pas. Il s'agit des listes de 4 000 personnes, 8 000 personnes. À chaque fois, Staline répond « On ne sait pas, on n'en sait rien. Ils sont partis quelque part, bon, on n'a aucune trace. » Une fois, il dit « Bon, est-ce qu'ils sont partis en Manchurie ?» Vous imaginez 8 000 personnes qui partent comme ça, des camps soviétiques, et qui traversent des milliers de kilomètres pour partir en Chine. Bon, il faut dire que jusqu'à l'évacuation de l'armée polonaise de la Russie soviétique, qui était faite à la mi-42, ces officiers n'ont pas été retrouvés. Et à l'époque, tout ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on avait recueilli des témoignages, on a essayé de voir, on savait que c'était des officiers qui étaient groupés dans les 3 fronts, rien de plus. Seulement 400 personnes, pour être exact, 395 ont été sauvées. Elles sont parties pour la plupart dans l'armée de Landers, et pour ceux qui étaient communistes, ils sont partis dans l'armée communiste. Mais ce qui est important, c'est que jusqu'au mois d'avril 1943, sur ces officiers, on n'en savait rien. Aucune trace, aucune information. C'est seulement que quand les Allemands, d'une certaine manière par hasard, retrouvent les tombes massives près de localités de Katyn, qu'ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qu'on pourrait exploiter de manière dans la guerre contre la Russie. Et c'est comme ça qu'on retrouve les officiers polonais. Les Allemands font venir tout d'abord des commissions. Quelques dizaines de Polonais arrivent. C'est aussi bien des journalistes que de simples ouvriers, pour qu'ils voient ce qui se passe. Ensuite, il y a une commission internationale de médecins qui arrive, de médecins légistes, qui font des fouilles très exactes. On se rend tout de suite compte que ces personnes-là ont été tuées avec beaucoup d'objets dans les poches. On fouille les poches, on ressort. Pour vous dire, on a retrouvé plus d'une vingtaine de journaux qu'ils ont tenus pendant la captivité. Et certains d'entre eux s'arrêtent le jour de l'exécution. Donc quelques heures avant, il avait écrit les dernières lignes. À part ça, dans leur poche, on trouve beaucoup de journaux. Aucun d'entre eux ne date de mai 1940. Tous s'arrêtent au mois de mars ou avril. Et après. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement polonais, qui est à Londres, qui est dirigé par le général Sikorski, se pose la question, qu'est-ce qu'on devrait en faire? Il demande à ce que ça soit clarifié. Tout d'abord, il se dirige vers les organisations internationales pour demander une enquête. Tout de suite après, la Russie déclare que
en faisant ça, en demandant des explications sur ces officiers qu'ils cherchaient toujours, les Polonais contribuent à la guerre contre la Russie. Et les Polonais appuient la thèse allemande qui disait que c'est les Soviétiques qui ont fusillé ces officiers. Et c'est à ce moment-là que tout commence, toute cette histoire de mensonge de Katyn qui durait jusqu'aux années 90. Merci beaucoup. Je propose d'entrer dans la suite. C'est effectivement la durée extraordinaire de ce mensonge. Tout à l'heure, en préparant cette discussion, nous étions ensemble. Je faisais la réflexion que moi, j'ai 58 ans. Je suis d'une génération où, assez souvent, quand dans le débat public, on faisait mention de Katyn, on présentait ça comme une chose un peu floue. Dans le grand public, je ne parle pas des spécialistes, évidemment, hein, et parfois même comme d'une certaine obsession anticommuniste. Quand les gens amenaient le sujet, on disait « Ouh là là, c'est quelqu'un d'extrême droite, c'est un obsédé anti-soviétique ». Enfin, pendant des décennies, même récentes, le mensonge a pu perdurer. Et Frédéric Desberges, j'aimerais votre regard là-dessus, c'est-à-dire comment ce mensonge s'est organisé, et en sachant ce qui a lieu juste avant, le pacte germano-soviétique, et juste après, c'est-à-dire ce qui s'est passé en 1944 et 1945. Vous êtes historien, professeur, spécialiste des relations diplomatiques militaires de la France en Europe centrale entre les deux guerres. Merci. Oui, en effet, il faut remonter effectivement au pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Mais peut-être encore avant cela, comme ça a été dit, rappeler que les déportations et les exécutions de Polonais ont commencé avant 1939, et en particulier dans la période des grandes purges, puisque près de 100 000 personnes ont été déportées et exécutées lors de ces purges par le NKVD, avec des accusations d'espionnage pour l'Allemagne. Alors, les historiens débattent encore sur la position des soviétiques au moment, finalement, du pacte germano-soviétique. Il y avait eu également des négociations entre les soviétiques, les français et les britanniques. Ce qu'on peut dire de la manière la plus neutre possible, parce qu'il a longtemps été dit que Staline avait de toute manière en vue uniquement le rapprochement avec l'Allemagne, c'est qu'en tout cas, il avait de fer au feu. Bon, il a assez rapidement compris, déjà Munich était un signe, que la conférence de Munich de 1938, que il n'y avait pas grand-chose à faire avec les Français et les Britanniques, qui négociaient avec les soviétiques, comme l'expédition d'une mission militaire en 1939 à Moscou, mission militaire franco-britannique, l'a montré. Il s'agissait surtout, en fait, de montrer à Hitler qu'on discutait avec les soviétiques. Mais donc, il était certainement beaucoup plus avantageux pour Staline, pour ses objectifs politiques, effectivement, de traiter avec l'Allemagne, et c'est ce qui est fait avec ce pacte germano-soviétique, qui est beaucoup plus qu'un pacte de non-agression, puisque son protocole secret, comme vous le savez, prévoit des partages d'influence, des zones d'influence allemandes et soviétiques en Pologne et dans les États baltes notamment. Alors, la guerre commence, et le document peut-être, à la limite, peut-être plus important encore pour notre sujet que le pacte germano-soviétique, c'est l'accord d'amitié sur les frontières. Il date du 28 septembre 1939, c'est-à-dire nous sommes au moment de la défaite polonaise, nous sommes un mois après le début de l'invasion allemande. Les Allemands, l'armée allemande, s'est attachée à détruire les cadres de la société polonaise par des massacres, et les Soviétiques vont faire de même par leur invasion à partir du 15 septembre. Et cet accord d'amitié sur les frontières prévoit notamment le fait d'interdire toute propagande
polonaise et également de couper court à tout moyen pour les Polonais de faire la propagande contre l'un ou contre l'autre, ce qui sous-entend effectivement un grand danger pour les ressortissants polonais, et ce sera le cas évidemment de ces militaires, de ces officiers, de ces presque 22 000 officiers polonais. Alors, le massacre a eu lieu, il a été révélé par les Allemands qui ont fait appel, à l'opinion internationale. Et ce que je voulais préciser, c'était le fait que la propagande allemande a été entendue, mais la propagande soviétique aussi, en particulier dans les pays d'Europe occidentale. Et la question qu'on pourrait se poser, parce que ça peut avoir encore des échos aujourd'hui aussi, qu'est-ce qui peut conduire à gober finalement de la propagande? Alors si on regarde les faits, les Allemands avaient déjà découvert de Charny en 1941, mais la grande révélation c'est 1943. Et lorsqu'ils ont fait cette révélation, ils ont fait appel à la Croix-Rouge, ils ont créé une commission d'experts de pays dont les membres étaient des pays alliés ou occupés par l'Allemagne, et ils ont un discours qui, à ce moment-là, n'est pas forcément anti-soviétique. De toute façon, ça n'appartient pas au vocabulaire nazi soviétique, on dit plutôt judéo-bolchevique, et en fait, c'était de la propagande antisémite. Voilà. Et donc, à ce moment-là, nous sommes en 1943, comme ça a été rappelé, l'Union soviétique est alliée du Royaume-Uni et des États-Unis. Et quelqu'un comme Winston Churchill, par exemple, va refuser jusqu'en 1943 une enquête qui montre que ce sont bien les soviétiques qui ont commis les crimes de Katyn. Alors à la fin de l'année, ou au début 1944, je ne sais plus très précisément, il va quand même envoyer un rapport à Roosevelt. Le même Roosevelt, en 1944, va empêcher la publication d'un rapport qui va dans le même sens. Alors, je pourrais développer le fait, et en particulier pour la période 1944-1945, les soviétiques ont eux-mêmes, en 1944, mené une enquête, publié un rapport, et espèrent bien qu'au procès de Nuremberg, le crime de Katyn sera imputé à l'Allemagne. Ce qui n'est pas fait, à l'Allemagne nazie, ce qui n'est pas fait, ça montre bien finalement que les Alliés, sans aller jusqu'à accuser nommément les Soviétiques, savent très bien que les Allemands n'ont pas commis ces crimes. Ils en ont commis d'autres, hein, bien sûr, mais n'ont pas commis ces crimes. Alors, je voudrais pas monopoliser la parole, bien sûr, mais en dehors du fait, si on parle de désinformation, que les Soviétiques font pression sur des témoins, sur des experts, hein. Bon, c'est tout à fait typique des pratiques d'un État totalitaire. Tout ça n'explique pas, au-delà de la réelle politique, pourquoi les Alliés sont si réticents, et ça va durer encore des décennies, comme on va le dire certainement après. Alors je voudrais, si vous permettez, revenir sur un épisode précédent qui a été aussi entaché par cette désinformation. C'est la grande famine de 1932-1933 qui a fait des centaines de milliers de morts en Ukraine et au Kazakhstan. Voilà. Alors en 1933, j'ai eu l'occasion de voir ça pour ma thèse, j'étais assez sidéré dans l'archive diplomatique française, hein, de voir que les réactions françaises sont très dubitatives par rapport à cette famine.
aux causes. Hein. Bon, c'est une famine orchestrée par la politique de Staline et qui permet finalement aussi de réduire des nationalités. Et je vois trois explications. La première, nous sommes en 1933, les Français alors, se rendent sur place, hein, c'est le cas du président du Conseil, l'ambassadeur français à Moscou est sur place, et on peut dire qu'ils ne sont pas très lucides hein, du tout. Ils reviennent en disant qu'il n'y a pas de famine en Ukraine. Alors, ils ont eu des visites guidées, c'est la tradition des villages Potemkin, bien sûr. Bon, ça, c'est un premier élément. Ce n'est pas le cas de tout le monde. L'attaché militaire français à Moscou, le colonel Mandra, c'est beaucoup plus lucide à ce sujet. Mais la deuxième explication, c'est que la France a besoin de relations avec l'Union soviétique, puisque l'Union soviétique, Hitler est arrivé au pouvoir, l'Union soviétique est en train de rompre sa coopération, y compris militaire secrète, avec l'Allemagne. Donc, évidemment, on ne va pas dire des choses qui vont à l'encontre d'un rapprochement franco-soviétique qui va se terminer par un pacte d'assistance mutuelle en 1935, qu'on appellera aussi alliance. Voilà. Mais le troisième élément, à mon avis, qui est le plus surprenant, mais également le plus humainement compréhensible, et qui vaut, à mon avis, beaucoup aujourd'hui, c'est que, et je fais la relation avec Katine aussi, cette révélation de la famine en Ukraine, elle est arrivée par la presse de Berlin, par la presse allemande. Et donc, on peut se dire, dans l'opinion occidentale, je vais quand même pas gober la propagande nazie. Alors du coup, on gomme la propagande stalinienne. Voilà, c'est ça. Donc, je trouve que c'est triste, mais pour ne pas tomber dans un panneau, on en tombe dans un autre. Et je crois que pour Katine, et ça répond peut-être à l'interrogation que vous aviez sur pourquoi pendant des décennies on va avoir ce doute, eh bien, c'est le fait que la désinformation soviétique, qui passe par le déni, la suppression d'archives, de preuves et les falsifications, fonctionne plus dans la durée parce que le régime nazi lui est tombé. Merci beaucoup, monsieur le professeur. On entre effectivement dans les phénomènes de propagande, aussi dans les phénomènes d'intérêt, c'est-à-dire à quel moment l'intérêt que l'on a fait qu'on accepte ou non une propagande. Vous rappeliez ce qui s'est passé à Nuremberg. Hélène Carrère d'Ancos rappelait souvent à quel point Nuremberg, qui était la pierre angulaire de la justice de l'après-guerre, était au fond très entachée, puisque c'est vous qui le rappeliez, je crois, il y a des procureurs soviétiques comme Rudenko, qui sont des tortionnaires eux-mêmes. Donc là, la base de la justice de l'après-guerre est rendue par une partie des gens, je ne parle évidemment pas des procureurs anglais ou français ou américains, mais une partie des gens qui sont des tortionnaires, et tout le monde le savait. Ce n'est pas quelque chose de secret, notamment ce Rudenko qui était un tortionnaire de la résistance polonaise. Et souvent, encore dans l'actualité d'aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, on voit à quel point l'intérêt change de manière mécanique le regard sur les événements historiques. Je ne sais pas si vous avez vu ces dernières heures, cette chose étonnante qu'on voit des Européens très bien pensants, très convenables, partager par exemple les mèmes du Parti communiste chinois. Parce que tout à coup, 20% de droits de douane fait que les mèmes qui dénonçaient les ingérences russes et russes il y a quelques jours, tout à coup trouvent la Chine sympathique et trouvent amusant de partager des mèmes assez racistes, assez anti-américains, où on présente les Américains comme des obèses. Et tout à coup, l'intérêt européen change. Et on voit des Européens, des gens même du centre droit, centre gauche, qui disent « Ah, si on pouvait s'allier avec le Parti communiste chinois, donc avec la plus grande dictature de la Terre, juste pour 20%. » Donc c'est vrai que quand on voit ce degré-là, disons, d'immoralité, on comprend qu'en 1945, où évidemment les circonstances étaient infiniment plus dramatiques, certains aient fermé les yeux sur des réalités qui pourtant étaient sous leurs yeux. Continuons dans ce chapitre avec vous, Łukasz Maślanka, vous êtes chercheur, vous avez travaillé notamment au sein de ce centre d'études orientales et sur la défense européenne, et y compris la défense contre la désinformation. Vous avez beaucoup travaillé. Et avec vous, si vous le permettez, on va plus loin, notamment sur la manière dont cette propagande a pu fonctionner pendant plusieurs décennies. Pardon. Merci, bonsoir. Excusez-moi si mon français est moins parfait que celui de mes prédécesseurs, mais j'habite en Pologne, les occasions pour parler français sont assez rares. Donc oui, la Seconde Guerre mondiale est un élément très important de la propagande russe actuelle, parce que c'est une pierre angulaire de
de la légitimité russe d'être un empire et aussi d'être un empire qui a des satellites, qui a des peuples qui sont dépendants de l'Union soviétique, maintenant de la Russie. Et cette victoire du 9 mai 1945 donne aussi le droit à la Russie d'oublier un peu les crimes commis par Staline avant la guerre ou durant la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire que l'État russe a reconnu que la responsabilité soviétique, la responsabilité pour les crimes de Katyn. La dernière fois, c'était il y a 15 ans, en 2010, quand le président Medvedev a demandé pardon aux Polonais pour ces crimes. C'est aussi pas la première fois, même si c'était pas Kézil, pardon, pas Tchèque aussi. Donc, on ne peut pas dire que la propagande, que l'État russe ne reconnaît pas ces crimes. Mais loin différemment de la propagande russe qui dépend de l'État et qui est payée par l'État. Or, ces dernières années, et surtout après l'invasion le 24 février 2022, on observe un phénomène de la réhabilitation très énergique du régime de Staline, y compris les crimes commis par ces régimes. Donc, il y a des propagandistes, des pseudo-historiens qui se présentent à la télévision russe et répètent le mensonge soviétique que c'est peut-être les Allemands qui l'ont fait, que les Russes n'ont pas été sur ce territoire en 1941, mais nous savons parfaitement que ces crimes avaient été commis en 1940. Donc, on colporte les mêmes mensonges et il faut dire que le crime de Katyn n'est pas un phénomène séparé parce que cette justification des crimes staliniens concerne aussi les crimes commis sur les Russes. Pendant le purge de l'Orient 30, pendant les opérations d'une nationalité minoritaire de l'Union soviétique aussi dans les années 30, jusqu'à la mort de Staline en 1953. Et le crime de Katyn est aussi parfois justifié. Donc, il y a des historiens russes ou des propagandistes russes qui disent oui, c'est un KVD, mais il y avait peut-être des raisons parce que c'était des ennemis. On ne pouvait pas se permettre de tenir ces gens sur notre territoire parce que l'Union soviétique était menacée par une invasion allemande. Donc, au cas de l'invasion allemande, ces gens pourraient devenir collaborateurs de nazis. Donc, il y a une propagande très polyphonique parce qu'il y a de différents destinataires. Il y a des destinataires russes, il y a des destinataires à l'étranger et la propagande sait s'adapter à ces conditions-là. Merci beaucoup, merci infiniment à vous. Et nous poursuivons avec vous, Christine Dugouin-Clément. Vous êtes chercheuse particulièrement sur les questions de sphère d'influence, de propagande en matière notamment de cyber, d'intelligence artificielle. Et là, on se rapproche très directement de l'actualité immédiate, notamment de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Mais merci. Alors, dans ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire écho. Et puis, peut-être il y a un point que j'aimerais déjà partager avec vous, c'est quand on regarde tout ce qui va relever de la stratégie de ce qu'on appelle la guerre informationnelle. Hein. On parle aussi de guerre cognitive en partant du principe que les cognitions, la psychologie de tout à chacun est aujourd'hui devenue un champ de conflictualité, un champ de bataille. Et la subtilité des choses, je fais une incise ici, c'est que dans cette hypothèse-là, qui est que l'on peut constater régulièrement, eh bien, les civils sont bien une cible tout à fait de choix, puisque vous avez tous cette possibilité-là, et ça rappelle, sous le couvert des éminents historiens qui sont ici, des documents qui étaient dans le manuel de l'Armée rouge en 27, où on parle de l'intérêt d'aller attaquer la psychologie des populations de vos adversaires. Donc on est quand même sur une très longue histoire là-dessus, et on a cette idée d'une agrégation des différents apprentissages, des différentes méthodes, des différentes techniques qui ont pu être faites. On aurait pu parler de la Makirovska, l'art de la déception, hein, dans la fin des années 30. On pourrait continuer avec tous les travaux qui sont faits sur ce qu'on appelle le contrôle réflexif, l'idée étant d'arriver à perturber la prise de décision lors d'un état-major adverse au début, et puis au final de preneur de décision ensuite. Et là, les dernières évolutions de ces théories-là, vous allez être sur Marmin, on est dans 2010-2011, et vous allez arriver au final
à tous les cadres type New Generation War, etc. en 2013-2015, comme par hasard, après le début de la guerre dans le Donbass, en Ukraine, où on vous expliquera la supériorité des moyens non militaires, enfin, en tout cas l'intérêt des moyens non militaires sur les moyens militaires, qui seront déclarés comme pouvant atteindre une supériorité en 2019 dans un discours des patrons du ministère de la Défense devant une académie de sciences militaires. Donc on est vraiment dans cette continuité et dans cette approche-là. Et puis dans ce qui a été dit, si vous m'autorisez un petit peu une transversalité, ce que l'on peut observer dans les approches informationnelles que l'on va avoir et qui vont viser alors soit les populations de pays qui sont considérés comme adversaires ou ennemis déclarés, parce que vous allez avoir différents niveaux. Vous allez viser les groupes sociaux, donc les sociétés, les décideurs, les alliances et les sphères d'influence. Donc vous allez être vraiment sur ces différents niveaux-là. Et bien, quand on va travailler sur ces sociétés-là, on va partir de quelque chose qui est crédible. C'est-à-dire soit quelque chose que vous avez déjà entendu préalablement, soit qui fait partie de une connaissance ou une croyance globale. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant sur Katyn, c'est la façon dont a été instrumentalisée la méthode de mise à mort. Ça a été évoqué tout à l'heure avec le fait de tirer par balle dans la nuque. Et dans la propagande soviétique, on met en avant que c'est une méthode qui est le marqueur de l'Allemagne nazie de l'époque. Et effectivement, c'est un marqueur. Donc ça donne de la légitimité, ça va donner du cœur à ce que vous allez croire. Et là, c'est ce que vous allez retrouver plus récemment dans des axes de propagande, y compris en Afrique de l'Ouest, où on va partir d'éléments qui ont une racine historique, qui permettent d'avoir une adhésion au narratif que l'on va croire, que l'on va déployer. Alors, il y a un autre point aussi, c'est de chercher à légitimer votre contenu. Et alors ça, on le voit beaucoup. Comment est-ce que vous allez chercher à le légitimer à l'heure actuelle? De plusieurs manières. Soit à ce qu'une personne ou une structure institutionnelle reprenne votre narratif. Alors bon, ça s'est fait beaucoup au niveau de la Russie. On a par exemple le représentant de la Russie à l'ONU qui a repris des fausses nouvelles du Niger. Normalement, on est quand même sur une personne publique. Vous allez créer de vraies fausses fondations à lesquelles vous allez donner un petit peu cher par des sites internet, donc qui bénéficient d'une forme de crédibilité. Et puis, une autre forme de Graal sera de faire reprendre votre désinformation, votre deepfake, c'est faux authentique s'il en est, ou quel que soit votre narratif, par un média qui jouit d'une forme de confiance auprès de son auditoire. Vous avez gagné une forme de légitimité. Là, je m'en avais joué beaucoup plus gros, si j'ose dire, en essayant de faire valider, en quelque sorte, à Nuremberg, le fait qu'on était sur l'Allemagne nazie. Vous aviez quelque part une forme de Graal avec une forme de légitimité inattaquable, totale et absolue. Donc on va avoir ce genre de choses que l'on va retrouver. Un point aussi qui me semble intéressant en reprenant, c'est que vous avez tous évoqué les massacres et les violences faites pour les minorités pendant la période soviétique. On les retrouvait comme par hasard sur les frontières, avec cette volonté de créer, et je renverrai aux travaux de Madame Julin, des frontières épaisses au niveau de l'URSS pour s'isoler de tout ce qui peut être considéré comme une menace. Si vous prenez une carte aujourd'hui et que vous regardez ce que vous avez eu en Géorgie, ce que vous avez en Ukraine, les attaques que vous avez sur des structures politiques qui sont aux frontières, vous essayez peu ou prou, que ce soit par des conflits gelés ou par une ingestion, une ingérence dans les processus et dans les processus de gouvernance des États, de recréer cette espèce de glacis, de zone tampon que vous aviez préalablement. Donc on a quand même beaucoup de parallèles comme ça. Et puis peut-être un dernier point, vous posiez la question de pourquoi croit-on. Déjà, quand vous allez avoir quelque chose qui est éminemment émotionnel, une information qui va faire appel à... et là, on est dans de l'horreur sans nom, bien évidemment, vous allez avoir tendance à figer la capacité de réflexion, à outrepasser ou à bypasser, pour prendre un affreux anglicisme, cette capacité de réflexion. C'est des choses que l'on peut revoir et que l'on retrouve régulièrement, où vous allez avoir des contenus éminemment paroxystiques qui vont être diffusés pour que votre capital émotion outrepasse votre temps de réflexion, votre temps d'analyse. On a la crédibilité, on a le vecteur. Est-ce que la personne, la structure, le canal qui vous transmet cette information, est-ce que vous lui donnez un crédit de légitimité? Est-ce que vous lui faites confiance ou pas? D'où l'intérêt, et ça on retrouve
c'est passé par la presse allemande, donc on avait une crédibilité qui était proche de nul, donc, hein, évidemment. Et pour manier le doux euphémisme, donc on jouait quelque part sur du velours à ce niveau-là. Vous allez avoir la répétition du contenu. Et là, on a eu des années de répétition, ce qui fait qu'on a eu un enracinement de cette crédibilité. Et plus vous avez un enracinement d'une croyance, plus elle devient structurelle, plus elle sera difficile à déconstruire ou à démonter. Je vais vous donner un exemple plus récent, qui est plus rapide. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une contraction du temps, de l'espace et de la géographie grâce aux nouvelles technologies. Je peux vous envoyer un email de Buenos Aires, vous allez l'avoir pour peu qu'on ne soit pas trahi par les réseaux, de manière extrêmement rapide. Je peux produire un contenu, des informations de manière extrêmement rapide et persuasive en utilisant des IA génératives pour le texte, en utilisant des GAN pour une image par exemple, et vous la diffusez de manière très rapide et en plus sur une quête de résonance énorme par les réseaux sociaux. Donc on va avoir toute cette approche-là qui permet d'avoir une augmentation et une diffusion de ce rapport-là. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le garder en tête quand on parle de désinformation. Donc on voit bien dans le parallèle qu'il y a un apprentissage, il y a une agrégation des technologies, des méthodes, que c'est un apprentissage qui est perpétuel, que l'on est très loin d'être dans un état de paix, et que ce qui est très vendu souvent, c'est-à-dire cette espèce d'opposition entre l'ordre et le chaos, c'est-à-dire une Russie aujourd'hui qui représenterait l'ordre contre des sociétés chaotiques et désorganisées socialement dans leurs choix politiques, etc., alors qu'elle représenterait l'ordre, eh bien là on va retrouver cette espèce de dichotomie sur laquelle il ne faut pas être dupe, d'autant que parfois vous avez un ordre qui est créé de toutes pièces, notamment par des bulles informationnelles très fortes, menée dans la Russie récente, hein, mais la période stalinienne était aussi, avec toute la période de guerre froide, une bulle extrêmement forte. Eh bien, depuis, si on reprend notamment la période du président Poutine, vous avez une bulle informationnelle très forte et qui reprend là aussi hein, une image dans sa deuxième partie que mes collègues panélistes pourraient évoquer longuement. La première période d'une dizaine d'années, vous êtes sur une forme de pacte social. On est au lendemain de la chute de l'URSS qui va vous dire, écoutez, ne vous occupez pas trop de la chose politique à la population et en échange, on tente une amélioration de votre niveau de vie individuel, global. Ne vous occupez pas trop non plus de comment ça se passe et de comment on va mettre la main sur les structures économiques. Bon. Et puis au bout de 10 ans, vous avez un pivot et vous avez une approche qui va reprendre ce que l'on appelle la forteresse assiégée, avec l'encerclement de la Russie, la volonté des Occidentaux de détruire la Russie et que le seul bastion est évidemment un pouvoir fort. Et ça, c'est quelque chose qui fait écho à des narratifs et des dialectiques bien plus anciens qui sont remises au goût du jour et qui, n'en doutons pas, n'ont strictement aucune velléité pacifiste, même quand elles peuvent être annoncées, on le voit assez clairement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je propose d'applaudir nos 4 intervenants. Ce que vient de dire Christine Dubois-Clément sur la tendance qu'on a naturellement, hélas, à préférer un ordre, même injuste, à un désordre qui peut paraître dangereux. Moi, je suis très frappé dans nos générations à quel point cette affaire terrible de Katyn est révélatrice d'un aveuglement assez volontaire qu'on a eu, où tant de gens considéraient que les Polonais, les Tchèques, les Tchécoslovaques à l'époque, les Hongrois, les Roumains, etc., étaient abandonnés à l'occupation soviétique et qu'on ne pouvait rien pour eux. Et je me rappelle très bien, moi j'étais au collège, les copains de collège qui militaient par exemple contre l'occupation soviétique de l'Europe de l'Est passaient un peu soit pour des cinglés, soit pour des activistes anticommunistes un peu extrêmes. Et rappelez-vous ce qu'on disait de Reagan, rappelez-vous ce qu'on disait de Thatcher à l'époque-là, où on les présentait comme des extrémistes. Les personnalités qui, comme Jean-Paul II, puisqu'on est ici à l'ambassade de Pologne, ont défendu au contraire une politique offensive, pensant qu'on pouvait faire tomber l'Union soviétique, et son occupation était quand même très minoritaire. Et tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de la Chine. C'est notre aveuglement d'aujourd'hui, par exemple. Le journal Le Monde, il y a quelques années, a publié un article saisissant sur les génocides ouïghours. Et objectivement, la plupart d'entre nous, on lit ça en disant oui, c'est peut-être vrai, mais c'est très loin. Et en réalité, l'Union européenne aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, hein, est prête par anti-américanisme, par anti-trumpisme à faire ce qu'on faisait, ce que la génération d'avant faisait avec
une espèce de cynisme un peu naturel. J'ai même rencontré encore aujourd'hui des nostalgiques de l'Empire austro-hongrois. Il existe encore, mais je le dis ça sans rire, très sérieusement, des historiens qui disent l'Empire austro-hongrois, c'était bien, c'était un empire très policier, très ordonné, qui maintenait des nationalités sous le boisseau. Bravo. Et voilà, ça dit à quel point, hélas, chaque génération renouvelle ce genre d'aveuglement. Et évidemment, Katyn en est l'exemple le plus extrême et le plus saisissant. Et moi, j'étais frappé de ce que vous racontiez là, les journaux, le fait de tous ces malheureux qui sont morts dans des circonstances aussi épouvantables. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, je vous recommande vraiment la lecture de Tchapsky, dont vous parliez, qui a fait ce petit livre qui est extraordinaire, Proust contre la déchéance, ou prisonnier de ce camp de Grabowski, je crois, hein, c'est ça le nom, de mémoire a reconstitué tout l'univers de Proust et a fait une conférence à ses compagnons de captivité. Et ça rappelle à quel point cette élite polonaise qui a été ainsi assassinée à Katyn représentait une quantité d'intelligence et de valeurs humaines qui ont été perdues. Là, je vous propose de poser les questions à nos intervenants, si vous voulez. Oui, Monsieur Esbo. Bonsoir François Hesbourg. Et merci pour tout ce qui vient d'être dit. Une remarque et une question. À ce qui me frappe, parmi bien d'autres choses dans le massacre de Katyn, c'est le côté incroyablement construit de la gestion soviétique. Et il y a tout ce qui a été dit par Madame sur la façon dont les soviétiques, par la suite les Russes, construisent leur narratif de tout ça. Mais dans le cas de Katyn, quelle est et on l'a effleuré, quelle a été la réaction soviétique, la réaction matérielle soviétique, c'est-à-dire le nouveau narratif comme moyen de changer une situation. Et les soviétiques se retournent contre le gouvernement polonais installé à Londres, parce qu'il ose demander des explications. Mais la réaction soviétique n'est pas simplement une réaction, comment dire, de quelqu'un qui a été pris avec la main dans le pot de confiture. Non, la réaction soviétique, elle va être, qu'est-ce qu'elle va être? Elle va être de rompre les relations avec le gouvernement de Londres. Et quelles implications est-ce que ça a? Ça va grandement faciliter la tâche de l'Union soviétique en 1944 de monter un comité gouvernemental soviéto-communiste en Pologne, le comité de Lublin. Et assez rapidement, le moment de Yalta, grosso modo, les Occidentaux vont être amenés à rompre leurs relations avec le gouvernement de Londres et à reconnaître le gouvernement fantoche bâti par les Soviétiques comme étant le gouvernement légitime de la Pologne. Donc, dans cette affaire, celui qui commet l'assassinat parvient ensuite à s'emparer de sa propre culpabilité pour créer les conditions de renforcement de ses positions dans l'évolution de sa mainmise sur la Pologne. C'est très impressionnant comme opération, comme opération informationnelle. Je connais peu de parallèles qui soient aussi poussés. Et la question, et elle est peut-être sotte, je ne suis pas historien, en 1943, c'est aussi l'année où le général Sikorski meurt dans un accident, dans le crash d'un avion à Gibraltar. À l'époque, la question s'était posée de savoir si c'était vraiment un accident. Alors, messieurs, mesdames, les historiens, quel est l'état de l'historiographie là-dessus? Est-ce qu'il faut voir là aussi la main des Soviétiques? Ou est-ce qu'ils en avaient déjà fait suffisamment par ailleurs? Oui, merci pour la question. Et en fait, quant à la mort du général Sikorski, il y avait tout dernièrement, il y a quelques années, il y avait des travaux
qui ont été faits par les médecins légistes. Donc, d'après ce qu'on a pu constater, rien ne prouve qu'il y ait un assassinat. Enfin, la mort de Sitorski lui-même, ainsi que de sa fille, c'était, disons, de manière naturelle, de conséquence de la catastrophe. C'est-à-dire, en fait, c'est un bout de bois qui l'a frappé à la tête, mais tout de même, on ne sait pas ce qui était avant. Il y a cette histoire de pilote tchécoslovaque qui s'était sauvé, qui était le seul survivant de la catastrophe. Bon, on n'en sait plus rien. Et on n'a pas d'autres éléments. On raconte que certains documents sont toujours fermés aux archives britanniques, entre autres. Les archives russes, n'en parlons même pas. Bon, je pense que ce ne sont pas les seuls. Et au niveau des archives polonaises, je pense qu'on a le complet, mais bon, on ne trouve pas la réponse pour l'instant. Donc, pour être honnête, on n'est pas très avancé sur la question. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose, il faut dire que Jean Tchaikovsky n'était pas des plus intransigeants envers le soviétique. Il était prêt à réussir le soviétique aussi bien comme le de la frontière. Donc, ce n'était pas fort de l'intérêt de ce soviétique de tuer. Très d'autres, je suis là, j'ai ancien ambassadeur à Varsovie, et j'y étais de 2002 à 2004. Les Russes commençaient à avouer. Et l'Union polonaise est très divisée sur ce sujet, mais c'était en reculant. Vraiment, les choses se sont, comme vous m'avez dit, précisées en 2009-2010, quand le poids lourd magique entre Kaczynski, le président polonais, et Medvedev, et de l'autre côté, tous étaient déjà là, et Poutine jouait à la grande réconciliation, et puis ça a amené le fameux accident de Smolensk, précisément pour une commémoration à Kati, que les Polonais étaient tués. Non, moi la question que je vais poser, c'est la suite de ce Rochemert. Vous avez évoqué l'ignorance française, et vous avez bien raison, sur ce sujet. Et avant de quitter Varsovie, Andrzej Wajda, le metteur en scène, que j'avais eu l'honneur de rencontrer lors d'un premier séjour, m'a dit « Je vais faire un film sur Katyn ». C'était en 2004. Et je lui ai dit « Ah bon, vous me payez laquelle ?» C'est un des officiers qui a été tué à Katyn. Bon, quand moi j'attendais fébrilement la sortie de ce film. En 2009, j'étais revenu en France, le film sort. Publicité minuscule. Et j'apprends que la société de distribution est russe. Ah oui, piquant. Et c'était dans des cinémas avant. Donc à ce moment-là que j'ai ce mauvais caractère, j'ai écrit un article. J'étais encore en activité sous un emprunt au Figaro. Un article désagréable, les Français sont incorrigibles. Et voilà. Bon. Et les choses se sont un peu arrangées, dans la mesure où le film, qui a absolument pas été diffusé dans le salle, a par contre été repris à la télévision de nombreuses fois. Et ma question, je l'ai vu le film, je l'ai vu plusieurs fois, et je veux savoir ce que les éminents historiens qui ont sans doute vu le film en pensent. Et est-ce qu'ils considèrent que ce film a contribué à lever un peu l'ignorance générale sur ce drame? Voilà, merci. Merci. J'ai eu l'occasion, la chance de voir ce film qui a été projeté à l'UNESCO juste avant sa sortie. Un film très émouvant et je crois, vous avez raison, hein, effectivement, à l'époque, on en a eu des critiques, on en a quand même un petit peu parlé, mais pas non, voilà, c'était pas un blockbuster américain, mais il est passé à la télévision et je pense que ça a quand même fait évoluer les choses. Et bon, je suis enseignant et mes étudiants ne font pas de confusion aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui est le plus rassurant peut-être. Ils savent très bien que c'est un crime stalinien. C'était bien fait. Mais oui, peut-être pas tous les étudiants. Voilà, on pourrait revenir. Non, juste pour
enfin, je fais le rebond dans le temps d'aujourd'hui, mais quand vous parliez de société de production russe, ce qui me manquait comme piquant, à l'heure actuelle, vous avez une société, notamment à Rome, hein, qui produit des films, alors qu'ils les avaient produits dans le cadre de la Galaxie Prigogine, vous en aviez plusieurs, Ramitz par exemple, Touriste, qui vous représentent des membres de sociétés par l'équivalent société militaire privée agissant en Russie comme les Fondants, la Veuve, l'Orphelin, le droit des peuples, etc., etc. Vous en avez une autre aussi qui reprend les éléments crimés liés avec le narratif russe. Il y en a un beaucoup plus récemment hein, qui est sorti, qui s'appelle Le Témoin, The Witness, je fais le pitch en 30 secondes, qui nous explique que vous avez un violoniste je ne sais plus quel pays européen qui se retrouve en Ukraine au début de la guerre parce qu'il va faire un concert et qui convoit les violences ukrainiennes, la tentative de génocide sur les russophones et qui décide d'être témoin et qui n'y arrive pas. Donc ça, c'est des choses qui continuent. Et on a quand même la version 2.0 où on va refaire cette forme d'historiographie et en essayant de la diffuser par ces méthodes-là, donc de faire un contre-courant, c'est l'utilisation des jeux vidéo que l'on va avoir. Je vous donne deux exemples. Un qui s'appelle African Dome, qui a été sorti en juillet l'année dernière, donc c'est récent, et dans lequel, alors pour ceux qui aiment des jeux vidéo, c'est un jeu de stratégie comme il y en a beaucoup, qui est inspiré de Art of Iron. Donc beaucoup de jeux vidéo de ce type, vous vous retrouvez dans un conflit de guerre, souvent la Seconde Guerre mondiale par exemple. Vous avez le panel historique qui est réaliste, et à partir de là, vous jouez le pays que vous voulez, et en fonction de ce que vous jouez, ça donnera le résultat que vous voulez. Bon. Mais néanmoins, le parti pris et l'explication de base, en théorie, correspond à la réalité historique. Là, au cas particulier, vous pouvez choisir un des pays d'avance aérienne qui va essayer de se libérer du joug de la colonisation française. Et dans les alliés, vous allez pouvoir trouver dans un bel organigramme African Corp, qui est lui exactement. Alors African Corp, là, il y a des historiens, hein, on a une forme d'humour et de poésie, là aussi, hein, qui a été le deuxième, la transformation du nom de Wagner, qui d'ailleurs coexiste avec les Wagner Legends, parce qu'on s'est aperçu qu'en termes de marketing, Wagner marchait quand même bien. Donc on a gardé les deux de manière parallèle. Donc vous avez cette capacité-là. Ce que vous faites, c'est que vous allez rentrer dans l'idée d'un cadre historique qui n'est pas le même. Et plus récemment, et peut-être de manière encore plus inquiétante, il y a l'utilisation de plateformes comme Minecraft et Roblox, où vous allez avoir la recréation de Soledar, Bakhmut, de différentes grandes batailles, Mariupol aussi, avec le narratif russe, c'est-à-dire la Russie vient libérer les populations russophones de tentatives de génocide de Kiev, hein, là on est là-dedans. Sauf que sur Minecraft et Roblox, l'âge, vous êtes entre 9 et 15 ans pour les joueurs. Et on va vous dire que ce sont des épauliers russes qui ont créé, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, vous êtes sur une plateforme sur laquelle vous pouvez venir greffer les jeux qui vous intéressent. Donc on vous présente cela comme étant monté par des épauliers russes dont les pères sont sur la ligne de l'opération spéciale, comme on dit là-bas. Sauf que quand vous regardez, ils ont bénéficié de financement d'une structure qui s'appelle l'IDI, et que les financements de cette structure sur l'année sont quand même assez conséquents. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Si je me permettre. Bonsoir. J'ai une petite réflexion qui cache une question. Et quand on regarde cette extermination, parce que c'est une extermination très réfléchie, c'était très bien organisé, c'était bien, et il y avait une machine criminelle qui était mise au point quand même pour exterminer 22 000 officiers, en sachant qu'un officier polonais avant la guerre venait d'une bonne famille, qui avait des éducations et des formations universitaires, qui étaient des gens de valeur, qui faisaient l'élite de la nation. Donc, je vois ici une action d'une prémédication pour décapiter un pays de sa substance grise, comme faisaient les Allemands nazis, avec des professeurs d'université, avec les gens qui avaient éducation supérieure. Et je me pose la question maintenant, qui est coupable dans tout ça? Est-ce que c'est un système totalitaire qui a tout simplement élaboré ce processus d'extermination, ou c'est peut-être la glame russe, parce que les Russes, pendant 1000 ans, ont témoigné une certaine
un certain impérialisme, volonté de conquérir, et de posséder, d'être cruel et de ne pas respecter l'homme. Et c'est la question que je me pose. Qui est coupable ici? Est-ce que c'est le système ou c'est l'homme ou les deux en même temps? Et je sais que c'est une question peut-être abstraite et sans réponse, mais j'espère que les deux experts ont une certaine idée. Peut-être que tout. Pardon. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre totalement à votre question. L'âme russe, on pourrait tenter effectivement, quand on regarde l'histoire, de dire que ces pauvres gens subissent violence et commettent violence sur violence. Effectivement, vous avez parlé d'impérialisme. Si vous regardez ce qui se produit en 1918-1919, ce sont des empires qui s'effondrent, ou qui, donc l'Empire d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne, de Russie, de Chine, et également de l'Empire ottoman, et ce sont des empires coloniaux qui battent beaucoup de l'aile, c'est l'Empire britannique et c'est l'Empire français. Nous sommes effectivement encore dans cette période-là, et je ne crois pas qu'on en soit totalement sorti, mais surtout, je pense que ce que vous dites sur le totalitarisme est exact, parce que dans le totalitarisme, il y a toujours l'idée, ce sera eux ou nous. Donc il faut absolument éliminer l'ennemi, d'abord l'ennemi intérieur. Et comme nous l'avons vu, les Polonais étaient à un moment considérés comme l'ennemi intérieur. Et puis, bon, ça a été dit, je crois, la question essentielle, c'est celle du pourquoi, effectivement. Et lorsque Beria argumente pour justement le massacre de ces officiers, il dit que nous nourrissons dans notre jardin des gens qui sont irrémédiablement contre nous, qui chercheront de toute manière notre perte. Donc, sur la dimension des régimes policiers totalitaires, vous disiez, Pavel, dites-le, c'était très frappant, je précisais bien ça, hein, que les listes existaient depuis les années 20. Pardon, ce sont des régimes autoritaires, policiers, sont des régimes qui s'organisent depuis les années 20, il y a des listes. C'est vrai qu'il y a des services secrets des deux pays dans leur pratique, depuis les années 20, la fin des années 20 au moins, ils préparent des listes des proscriptions, de ceux qui sont actifs, bon, des anciens combattants par exemple. Les policiers, oui. Tous les policiers polonais listés dès les années 20, ça paraît. Oui, c'est vrai la que préparation. On a retrouvé aux archives ukrainiennes, il y a quelques années, c'est des collègues qui l'ont fait. Ces listes, hein, il faut dire qu'elles ont été élaborées tout d'abord dans les années 30. Ensuite, c'est une collecte très importante d'informations par les services secrets, ou de différentes manières, soit par des agents, soit aussi par ce qu'on pouvait lire dans la presse, hein, dans des informateurs, dans des guides, etc. Et à part ça, après, quand les Russes ont frappé la Pologne, ils ont quand même récupéré une forte partie d'archives d'État, de la police, de renseignements, etc. Et donc, toutes ces archives étaient exploitées immédiatement. On a des preuves, ils avaient des problèmes de recruter des gens qui pourraient le faire. À partir de ces archives, ils avaient constitué des listes immenses. Par exemple, en 20 volumes, il y a une liste de policiers polonais qui était à peu près 20 ou 30 000 personnes. Et sur ces listes, quand on voit qu'il y en a un qui était exécuté, il y a une petite croix qui est faite à côté, en couleur. Donc tout ça, ça existe. Et malheureusement, c'est vrai que les conséquences étaient inimaginables. Et pour rejoindre à ce qu'il disait monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, et pour la plupart des Polonais, l'époque, beaucoup d'entre eux, pas seulement Andrzej Wajda, mais aussi d'autres, même les communistes, les éminents communistes polonais, comme Jarema Maciszewski par exemple, qui était prof d'histoire, ou Frelek, bon, des gens très connus à l'époque, avaient leurs parents qui étaient fusillés à Katyn. Bon, quand on parle de général Jaruzelski, lui-même, bon, son père, il n'était pas fusillé, mais son père a été déporté.
toute la famille des Jaruzelski était aussi déportée en Sibérie. Il faut dire, je vous ai parlé de ce petit groupe de 400 personnes à peine qui s'était sauvé, qui a survécu la catastrophe. Donc, dans ce groupe, il y avait, en simplifiant un peu, deux partis. Il y avait ceux qui sont partis à l'armée polonaise de général Anders, et il y en a quelques dizaines de personnes qui sont parties à l'armée communiste, celle qui était justement construite par les communistes polonais en l'URSS. Et il y avait aussi entre eux un exemple très, très intéressant, celui du futur général Mossa. C'est un militaire polonais des années 20 et 30, qui tout d'abord a fait un rapport sur le Katyn en disant que c'était les soviétiques qui l'avaient fait. Après 1945, il a changé d'opinion, et c'est aussi celui qui était un des responsables de la déportation des Ukrainiens des confins polonais, ce qu'on appelait l'action Vistule, après 1945. Donc il y avait même, bon, on disait aussi que le général Berling, c'est lui qui dirigeait l'armée communiste polonaise, bon, il était conscient. Lui aussi, c'était un de ceux 400 qui s'étaient sauvés. Mais pour revenir à l'âme russe, bon, je dirais qu'il faut quand même se souvenir de tout ce qu'avaient fait les Russes pour Katyn, pour retrouver la vérité de Katyn. Tout ça, c'est en partie un grand travail d'historien russe, qui était soit historien de formation, soit historien entre guillemets apprenti, mais bon, d'un niveau impeccable. Certains d'entre eux sont toujours en Russie. Je vais mentionner deux d'entre eux, par exemple Nikita Petrov, de Mémorial de Moscou, qui a fait tout récemment, 5 à 10 années, un bouquin sur les meurtriers de Katyn, où il a décrit tous ces personnages qui ont fusillé les Polonais. Et donc, bon, malheureusement, il n'avait pas accès au dossier personnel. Donc, comment il a fait? Il a retrouvé l'ordre qui était donné par la NKVD après le massacre, et avec des primes. Donc, avec ça, il a retrouvé les noms des tchéquistes qui ont exécuté les Polonais. Et après, en ramassant tous les débris d'informations, il en a fait un bouquin. Un autre, Alexandre Gourianov, qui travaille sur Katyn depuis plus de 30 ans, qui a travaillé beaucoup avec les historiens polonais. Parmi ses derniers travaux, on a la liste de Katyn un peu plus développée qu'avant, et la liste d'un second camp, où il a réussi à identifier plus de 200 personnes qu'on n'avait pas identifiées avant. Et pourquoi j'insiste? Si vous voulez, les listes de Katyn, elles sont... Bon, à quoi elles ressemblent? Vous avez une liste avec des numéros, le nom de famille, le prénom, le nom de père, le patronyme, et l'année de naissance. C'est tout, il n'y a rien de plus. À partir de là, il faut retrouver la bonne personne. Donc c'est un travail qui prend vraiment beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on n'avait pas réussi à retrouver à Katyn. Donc Gourianov a réussi à retrouver les cinq qu'on ne connaissait pas avant. Et je pense qu'on n'a pas tout fait. Il y a encore des noms qu'on n'arrive pas à identifier. Nous, quand on a travaillé avec des amis sur la liste ukrainienne, on avait vraiment du mal. Bon, nos prédécesseurs, par exemple, avaient trouvé un nom de famille en disant « Ah oui, ça c'est un haut fonctionnaire polonais ». Ben non, c'était un policier. Un simple policier, un simple flic du coin. Donc, il y a bon, ça arrive, c'est un travail très pénible, et il faut dire que c'est des historiens russes qui ont beaucoup aidé à ça. D'autres historiens russes, tels que Natalia Lebedieva, ou bien par exemple Inessa Jaguarowska, ou encore beaucoup d'autres, même des procureurs militaires, certains, ont vraiment participé à retrouver toute la vérité sur Katyn. Donc, en parlant de l'âme russe, il faut parler de côté. Merci. Merci. Je vous propose d'applaudir à la fois nos invités. Merci à
Merci à l'ambassade de Pologne, merci à les intervenants et merci à vous de votre attention. Bonne soirée, merci beaucoup. C'est bon.